Ça va là? On va en Finlande où j'ai vécu pendant 18 ans. Tu peux faire une conférence pendant 3 heures. Et à la fin, tu demandes si vous m'avez compris. Et l'audience dit, ben, on n'a rien entendu. Les gens ne réagissent pas, quoi. Ça se fait pas. Donc maintenant, je contrôle toujours avant. Merci Bruno, ça me fait plaisir d'être avec vous encore cette année. C'est vraiment un grand honneur d'être avec un public si charmant, si chaleureux, qui est déjà bien préparé. Qui est déjà bien préparé par toute cette formation que vous recevez à Passeur d'Hommes. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Vous savez que bon, moi je suis un spécialiste, enfin surtout j'ai beaucoup écrit sur le leadership vertueux. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le leadership vertueux, dans lequel je parlais fondamentalement des vertus du leader. Je montrais que le leadership c'est surtout une activité morale, c'est une activité du caractère. C'était le premier livre que j'avais écrit, c'est une vision d'ensemble du système des vertus dans le cadre de leadership. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Créer pour la grandeur, qui est un livre qui met l'accent surtout sur les vertus spécifiques du leadership, qui sont la magnanimité et l'humilité, donc la grandeur et le service. Et j'explique dans ce livre qui est très court comment ces deux vertus fonctionnent et comment on peut développer en soi la vertu de la magnanimité, qui est la vertu de la grandeur. Et ensuite, j'ai écrit un troisième livre qui est celui de leadership, qui est celui-ci, qui est du tempérament au caractère. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'assez facilement, quand on parle des vertus, beaucoup de gens n'avancent pas. Ils n'avancent pas parce qu'il leur manque quelque chose d'important. C'est la connaissance de leur structure biologique. Et donc, ils ne voient pas quelles sont les vertus clés, plutôt je dirais les vertus qui sont un véritable défi dans leur existence. On va le voir, l'idée c'est d'arriver à bien se connaître, se rendre compte que tous nous avons une structure biologique innée, et nous avons qu'on appelle le tempérament, et que nous avons des vertus, le caractère que nous avons développé depuis que nous sommes tout petits, et qu'il y a des gens qui ont des facilités pour développer certaines vertus, parce que leur caractère les pousse facilement à pratiquer certaines vertus, et qu'ils ont des difficultés à pratiquer d'autres vertus. Donc parler du tempérament, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça rend le sujet des vertus extrêmement concret. Pourquoi? Parce que ça donne un point de départ. J'ai un tempérament colérique, ça veut dire quoi ça en termes de vertus? Quels sont mes atouts pour pratiquer les vertus? Quelles sont mes faiblesses pour pratiquer les vertus? J'ai un tempérament mélancolique, ça veut dire que j'ai un certain nombre de qualités innées, mais j'ai aussi des difficultés, et c'est normal. Et la personne apprend en découvrant son tempérament, elle comprend pourquoi elle a des difficultés dans la pratique de certaines vertus, ou je dirais plutôt dans la pratique de certains aspects des vertus. Donc ça rend le sujet des vertus extrêmement attrayant, extrêmement pratique, parce que tu as un point de départ. Sinon, tu restes un peu dans la théorie. Ah, il faut pratiquer la maîtrise de soi, oui. Mais quel est mon tempérament? La maîtrise de soi, pour quelqu'un qui a un tempérament sanguin, c'est quelque chose de très concret. Et pour quelqu'un qui a un tempérament colérique, c'est d'autres choses qu'il doit apprendre à contrôler. Chaque tempérament a des passions spécifiques qui doivent être mises sous contrôle. La grande vertu de la magnanimité, par exemple, c'est une vertu qui est difficile à pratiquer pour certains types de tempéraments, qui est facile pour d'autres. C'est ce dont on va voir aujourd'hui. Je voudrais parler avec vous de ces sujets-là pour que vous arriviez à vous découvrir vous-même, à vous comprendre vous-même, et voir quels sont un petit peu où j'en suis, qui suis-je biologiquement parlant, quelles sont les forces innées que Dieu m'a données, qui sont liées à mon tempérament, et quelle est la vertu qui va être un défi pour moi en fonction du tempérament que j'ai. Donc on va parler de la connaissance de soi, on va essayer de se connaître. L'idée des tempéraments et des vertus, c'est d'arriver à se connaître soi-même et comprendre pourquoi cette vertu est pour toi la vertu clé de ton existence, parce que c'est la chose difficile pour toi à pratiquer, cette vertu concrète. Vous me direz, tiens, c'est bizarre quand même, on n'a pas beaucoup parlé des tempéraments dans l'histoire. En réalité, vous savez tous que Hippocrate a commencé à parler des tempéraments il y a 2500 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ce qu'il y a peut-être, c'est que, surtout dans les derniers siècles, dans la spiritualité chrétienne,
On a voulu vraiment défendre le sens de la liberté humaine. Et donc on a beaucoup parlé du caractère, on a beaucoup parlé de la vertu. Pourquoi? Parce que la vertu, le caractère, c'est des choses que tu développes par ta propre volonté, par ta propre liberté. Tu ne nais pas avec un caractère, tu ne nais pas avec des vertus, tu nais sans vertu. Tu nais seulement avec une structure biologique qu'on appelle le tempérament. Donc on a voulu beaucoup insister sur l'aspect liberté de la personne face au déterminisme moderne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous disent l'homme est le fruit de son environnement. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il y en a d'autres qui disent nous sommes le produit de notre éducation. Tu en as qui disent non, 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 tout ça c'est faux. Nous sommes le produit de notre tempérament. Ouais, les grands axes du déterminisme moderne. Ce sont les grands axes du déterminisme moderne. C'est soit l'environnement, donc tu es le produit de ton environnement, donc tu ne peux rien faire. Soit tu es le produit de ton éducation, donc tu es un produit, c'est-à-dire que tu n'as pas de liberté, tu es ce que tes parents ont fait de toi. Soit tu es le produit tout simplement de ton tempérament biologique et que tu n'as pas de liberté non plus. Donc tu as beaucoup de gens qui nient l'aspect caractère et qui insistent sur l'aspect déterminisme. Tu vois, on est tous des êtres totalement conditionnés par un de ces trois éléments, disent-ils. Et donc pour sauver, si vous voulez, pour sauver un petit peu cette idée de liberté de l'être humain, on n'a pas beaucoup parlé des tempéraments durant les 3 derniers siècles. Et on revient aujourd'hui au tempérament parce qu'on se rend compte qu'il faut quand même trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut parler des tempéraments. On en a parlé un petit peu. Il y a des grands écrivains assez connus comme Garrigou-Lagrange, Tanqueray, même comme Thérèse d'Avila, qui ont parlé un petit peu des tempéraments. Très peu. Mais ils ont quelques phrases qui montrent qu'ils ont conscience que le tempérament, c'est une réalité dans la vie de la personne et que chaque tempérament, c'est quelques qualités et quelques défauts. Et qu'il faut arriver à le connaître pour voir où est-ce qu'on va dans la vie. Il ne faut pas parler trop des tempéraments, puisque l'objectif, c'est surtout développer la liberté, donc développer le caractère, mais il faut en parler, parce qu'il faut mettre en évidence cet aspect-là. Qu'est-ce qui se passe quand on ne parle pas des tempéraments? Il faut commencer par là, pour voir l'enjeu, quoi. Si tu ne parles pas des tempéraments, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchis, tu as un fils ou une fille. Tu dis, ouais, tempérament, c'est de la connerie, tout ça. Ce qui compte, c'est la liberté, le caractère. Imagine que tu as un fils flegmatique. Mais toi, ça ne t'intéresse pas, le flegmatisme. Ce n'est pas ton truc. Tu dis, j'y crois pas, ces trucs-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose terrible. C'est que tu vas interpréter moralement tous les comportements de ton enfant, et au lieu de voir du flegmatisme qui est un don de Dieu, tu vas voir de la paresse, qui est un péché. C'est terrible, hein? Je connais des parents comme ça. Ils regardent leur enfant flegmatique, comme ils ne savent absolument rien des tempéraments, et qu'ils se considèrent comme des bons chrétiens. Ils me disent, toi, j'ai un gros problème, hein, quand même. Mon fils, c'est qu'il est paresseux. Après, tu vois le fils, tu parles avec le fils, tu vois un peu comment il se comporte. Il n'est pas du tout paresseux. Il est tout simplement flegmatique. Il faut le respecter dans son mode d'être, puisque c'est le mode d'être que Dieu a voulu pour lui. Tu portes un jugement moral sur un comportement purement biologique. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bêtise. Et tu vas tuer ton fils, parce qu'il va penser qu'effectivement, il est comme ça, et il va penser, je ne peux pas m'en sortir, moi. Je suis comme ça. Tu as une fille qui est colérique. Tu vas dire, oh, j'ai un gros problème. Oh, elle est vachement orgueilleuse. Hein. Elle est toujours là, et ses talents, elle pousse en avant, elle pousse les autres. On rêve de trucs absolument incroyables, l'action toujours. En fait, cette pauvre personne qui est colérique,
c'est pas un manque d'humilité. C'est qu'elle est colérique. C'est un mode d'être. Tu as un cousin qui est mélancolique. Tu vas dire, ouais, mon cousin, c'est un égoïste. Toujours enfermé sur lui-même, en train de penser à lui-même, à ses trucs, à ses rêves, dans ses bouquins, dans sa musique. Il est absorbé par lui-même. Ah, c'est un égoïste. Il est né égoïste, il n'arrive pas à s'en tirer. C'est son mode d'être. Et c'est bien qu'il soit comme ça. L'auto-absorption, ce n'est pas un péché. C'est un mode d'être. C'est le mode d'être du tempérament mélancolique. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu ne connais pas les tempéraments? Tu interprètes moralement des comportements qui doivent être interprétés tout simplement d'un point de vue biologique. Ce sont des modes d'être qui sont tout à fait valables puisqu'ils sont voulus par Dieu, sinon le monde serait vraiment tous pareils, tous colériques. Ce serait horrible. Ma cousine, elle est sanguine. Quelle horreur! Il ne sait pas ce que c'est que le sanguinisme. Il va dire, ma cousine, elle est superficielle. C'est ça son problème. Ta cousine, elle n'est pas superficielle, elle est sanguine. Elle est toujours sur la communication, elle est toujours sur l'extérieur. Elle aime les gens, elle aime être aimée, elle aime parler, elle aime écouter, elle aime être à la place des gens. Elle vit de sa relation avec les autres. Et c'est un mode d'être. Ce n'est pas de la superficialité, c'est un mode d'être, ce n'est pas un péché. Mais si tu ne sais pas qu'il y a un tempérament qu'on appelle tempérament sanguin, tu vas dire le pape François, mais c'est un type superficiel. Si tu ne sais pas ce qu'est le flegmatisme, tu vas dire, mais le pape Benoît, mais c'est un intello insupportable. Et si tu ne sais pas ce qu'est la mélancolie et le cholérisme, tu peux dire, ah ben Jean-Paul II, il est à moitié fou ce gars. On a eu 3 papes, les 3 derniers papes, ils représentent les 4 tempéraments, parce que Jean-Paul II, c'était clairement un mélancolique colérique. Benoît, c'était un flegmatique, clair et net. Et François, c'est un sanguin. Il faut apprendre à respecter les gens tels qu'ils sont, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient comme ça. Et sinon, on s'embêterait. Le monde serait insupportable. Donc, vous voyez le problème, quand on ne comprend pas le tempérament, on interprète tout du point de vue de la volonté, on tombe dans ce qu'on appelle le volontarisme. Et on pense que tout est possible pour tout le monde. Voilà. Et on ne fait pas la différence. Et on n'apprend pas à aimer. C'est ça l'horreur. On n'apprend pas à aimer les gens tels qu'ils sont. On n'apprend pas à voir les qualités. On n'apprend pas à voir cette multiplicité des tempéraments qui rend la vie agréable, sympathique à tout le monde, parce qu'il y a ces différences qui sont complémentaires. On tombe dans le volontarisme. Et ces personnes qui sont volontaristes et qui nient le tempérament ne peuvent pas éduquer les autres. Ils ne peuvent pas être mentors, ils ne peuvent pas être directeurs spirituels, même s'ils pensent qu'ils le peuvent. En fait, c'est danger public. Ce sont des dangers publics dans l'éducation, ces personnes. Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, et ils ne connaissent pas les gens. Ils ne voient pas la différence qu'il y a entre le tempérament et le caractère. Vous voyez l'enjeu. C'est un enjeu sérieux, hein, très très sérieux. Il ne faut pas tomber dans ce déterminisme en disant « Ah, j'ai fait ça parce que je suis colérique. Maman, Alex m'a dit que j'étais colérique, donc j'ai tapé ma petite sœur, mais je ne suis pas responsable. C'est parce que Alex m'a dit que j'étais colérique et donc je suis comme ça, et donc c'est très bien que je tape ma petite sœur de temps en temps. » Il est fou le type qui dit ça, il n'a rien compris à mes cours. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est le volontarisme, qui est de dire il n'y a pas de tempérament, tout est caractère, tout est volonté, tout est spiritualité. Et on peut vraiment tout faire dans la vie. Quand tu regardes la vie des grands saints qui ont tous lutté pour développer leur caractère et leur spiritualité, tu vois qu'ils ont tous des tempéraments très différents. Et ils sont très très différents les uns des autres par leur tempérament. Et c'est ça qui fait la grandeur et la beauté de la sainteté. Ils sont tous unis par la grâce et tous unis par le caractère,
parce qu'ils ont tous développé les vertus humaines d'un point de vue héroïque, mais ils sont tous extrêmement différents au point de vue de leur tempérament, et leur lutte personnelle pour la croissance spirituelle a été très très différente des uns des autres. Tu as des gens, ils ont dû lutter incroyablement pour maîtriser leur colère, d'autres, ce qu'ils ont dû, c'est lutter pour avoir un peu plus de colère, et se fâcher un peu plus souvent. Donc parfois les luttes sont complètement opposées. Donc vous voyez, ici j'ai écrit tout simplement que la personnalité humaine est constituée, du point de vue de notre science, de deux choses, le tempérament et le caractère. Tempérament, c'est un don de Dieu. Personne ne peut dire « Oh Alex, je suis un misérable parce que je suis flegmatique ». Tout le monde, chacun d'entre nous doit être fier de son tempérament. Et de son tempérament principal et de son tempérament secondaire. Il faut être fier, il faut être content. Parce que c'est ton mode d'être, c'est le mode d'être que Dieu a voulu pour toi. Donc c'est important que tu le découvres et que tu l'aimes et que tu l'apprécies. Tu vois une personne qui dit « Ah, je suis né flegmatique, j'aurais bien voulu être colérique. » Ben, c'est comme un homme qui dit « J'aurais voulu être une femme. » Ça n'a pas marché. Tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, tu as ton tempérament, il faut que tu le découvres, il faut que tu l'aimes tel qu'il est, c'est ton mode d'être, et il faut que tu l'apprécies. On va en parler pas mal quand même de tout ça, comme ça vous allez voir. Alors regardez. On a à gauche, donc le tempérament est une prédisposition innée, colérique, mélancolique, sanguin, flegmatique. Et puis à droite, vous avez les vertus du caractère, l'humilité, la magnanimité, la justice, la maîtrise de soi, le courage, la prudence. Donc c'est important de faire la différence. Sur la base du tempérament, on forge le caractère. Je vais assez rapidement là parce que c'est clair. Alors regardez les définitions qu'on donne ici traditionnellement. Le colérique, oh, il a mis les slides toutes petites là, il faut le rapprocher tout ça, je vois rien moi. Le colérique se distingue par ce qui passe par sa, on voit rien, par sa réactivité momentanée, énergique et stable. Donc le colérique, la grande chose qui le distingue des autres, c'est l'intensité. Tu vois, l'intensité dans sa réactivité face aux stimuli extérieurs. Le colérique, il est extrêmement intense dans sa réaction. Et il est énergique et stable. C'est l'intensité, l'énergie qu'il a. Quand on voit un colérique, on dit qu'il est extrêmement énergique. C'est pour ça que bien des gens se trompent au niveau du leadership. Ils disent « Mon fils, il est né leader. » Il est né leader. Alors je dis « Pourquoi? Comment est-ce que tu le sais ?» Mais regarde l'énergie qu'il a, c'est incroyable. Il est toujours sur l'action, toujours en train de bouger les gens. Ça, c'est pas du leadership, ça c'est du management. On le verra, le colérique, il est né manager. Mais le leadership, c'est une activité morale, c'est pas une activité biologique. Faites très attention à ça, c'est très important. Les gens disent très souvent, il est né leader. Et qu'est-ce qu'ils ont en vue? Je répète, ils ont en vue le colérisme. Il y a énormément de gens bien intentionnés qui font la confusion et qui disent ça c'est le leader né. Alors qu'en réalité, on le verra, pour les colériques, c'est plus difficile peut-être d'être leader que pour les autres. Parce qu'il faut pratiquer beaucoup d'humilité pour être leader. Il faut faire grandir les autres. Et c'est pas facile. Donc pour le colérique n'a pas plus d'avantages que les autres tempéraments au point de vue du leadership. Il a beaucoup d'avantages du point de vue du management, qui consiste à faire avancer les choses. Le leader, c'est celui qui fait avancer les personnes, alors que le manager, c'est celui qui fait avancer les choses. Un colérique, il fait avancer les choses facilement parce qu'il aime faire avancer les choses. Il aime fixer les objectifs, il aime réaliser ses objectifs, il aime foncer, il aime aller de l'avant et il aime obtenir des résultats. C'est partie de sa nature biologique. Donc tu peux me dire, oui, mon fils est né manager. Ça, je comprends, ça c'est vrai, tu as raison, parce qu'il est colérique. Mais ne dis pas, mon fils est né leader. Le leadership, c'est une activité morale, et pour un colérique, c'est aussi difficile d'être leader que pour un flegmatique. L'intensité. Ensuite, le sanguin, il se distingue par sa réactivité momentanée, spontanée et éphémère. Donc le sanguin, il est spontané.
La spontanéité du sanguin, c'est la rapidité pour entrer en communication avec les autres, c'est la joie de la communication avec l'autre, c'est le bonheur qu'il découvre en communion avec les êtres humains. C'est ça la spontanéité du sanguin, c'est la rapidité avec laquelle l'intuition naturelle qu'il a pour entrer en communication avec d'autres personnes. Donc le mot qui caractérise les sanguins ici au niveau de la réactivité face aux stimuli extérieurs, c'est la spontanéité. C'est ça ce qu'on aime chez les sanguins, c'est leur spontanéité. Chez le colérique, c'est l'intensité. Et alors chez le mélancolique, qu'est-ce qu'on aime? C'est la profondeur. Le mélancolique, sa réaction est lente face aux stimuli extérieurs. Elle n'est pas intense comme celle du colérique, mais elle est beaucoup plus profonde. Le colérique, le mouvement du colérique, c'est pratiquement le mouvement d'un lion. Tu vois, il faut aller ici, on fonce, c'est une ligne droite. Le mouvement du mélancolique, c'est plus ce mouvement lent d'un aigle. Lent, qui s'élève, qui tourne sur lui-même, qui est lent. Lent mais profond. Donc le colérique, vous voyez tout de suite, ce sont les créateurs. Colérique, c'est la personne qui réalise des choses. Le mélancolique, pardon, c'est une personne qui crée. C'est l'artiste. Et le flegmatique, alors lui, ce qui le caractérise, c'est qu'il est dépassionné. Il est lent dans sa réactivité et il est retenu dans sa réactivité. C'est l'absence de passion qui le caractérise, qui fait en sorte qu'il est paisible. Et on va voir ça au niveau on va voir ça de manière un peu plus développée maintenant, mais ce sont, disons, les grandes caractéristiques des tempéraments du point de vue de la réactivité. Alors, le colérique, on comprend facilement, c'est l'action. Le colérique, sans l'action, il meurt. Il meurt. Biologiquement, il meurt. Il a besoin d'action tout le temps. Il se réalise dans l'action. Donc si vous avez un enfant colérique, c'est bien, il faut comprendre pourquoi il a besoin d'action, pourquoi il a besoin de faire des choses, pourquoi il a besoin de réaliser les objectifs qu'il se fixe, et pourquoi il doit se fixer les objectifs. Il découvre le bonheur dans cette action, parce qu'il est fait pour ça. Il est fait pour réaliser des choses. Alors, le mélancolique, le sanguin, c'est les personnes. Le sanguin, tu dis, il est bien avec les gens, il sait entrer en contact avec les personnes, il est agréable avec les personnes, il sait les écouter, il sait se mettre à sa place. C'est les personnes, le mot-clé pour du sanguin. Le mélancolique, c'est l'idée. Le mélancolique, c'est un idéaliste, une personne qui vit des idées. C'est le créateur, c'est une personne qui a besoin d'idées pour faire quelque chose dans la vie. Personne qui se laisse facilement absorber, bien sûr, par des idées, par des sentiments, par des émotions, mais qui, sur la base de ça, produit quelque chose de toujours d'intéressant. Les mélancoliques, ils aiment rompre les statu quo, ils aiment inventer des choses nouvelles, et ils le font bien. Ils sont incapables ensuite de les mettre en pratique, ils ont besoin d'un colérique pour les aider, mais ils sont parfaits pour le découvrir. Et puis tu as le flegmatique. Alors le flegmatique, lui, comme il est dépassionné, c'est la paix. Le flegmatique, c'est la paix avant tout. C'est la priorité pour lui. Alors vous me direz, il y a des pays quand même où il y a des tempéraments qui sont prédominants. Effectivement, je fais des recherches quand même. Je voyage beaucoup parce qu'on a des instituts de leadership vertueux dans une quinzaine de pays dans le monde, donc j'observe un petit peu. Et tu arrives à des conclusions extraordinaires. En France, il n'y a pas de conclusion. Il y a qu'on peut tirer. Il y a de tout. Il y a un melting pot culturel incroyable. Les gens sont biologiques, qui fait que c'est très difficile de savoir quel est le tempérament dominant des Français. Probablement, il n'y en a pas. Alors, prenons des pays où c'est clair et net. D'abord, parlons des colériques, les Espagnols. L'Espagne, la majorité des personnes sont colériques. Les mélancoliques, où est-ce qu'ils sont? Les Portugais, les Russes. Les Portugais sont fondamentalement mélancoliques. Les Russes sont en majorité mélancoliques aussi. Les sanguins, c'est l'Italie. C'est l'Afrique, toute l'Afrique.
francophone ou anglophone ou arabe, toute l'Afrique. C'est le Brésil. Les flegmatiques, où est-ce qu'ils sont? Suisse. En Suisse, il y a beaucoup de gens. Les gens, c'est différent. Les grands flegmatiques, ceux que tu vois partout, c'est les finno-ougriens. La race finno-ougrienne, c'est les Finlandais, les Estoniens. En Russie, il y a 7 ou 8 tribus finno-ougriennes. Ce sont des gens qui sont complètement flegmatiques. Ils sont totalement dépassionnés. Donc la majorité, là je ne suis pas en train de généraliser, je suis en train de vous montrer qu'il y a des pays où tu peux dire il y a une dominante. Il y a une dominante. Il y a une dominante et tu la vois parfaitement et tu comprends aussi pourquoi ils sont différents. C'est lié à la biologie, c'est pas seulement lié à l'histoire. C'est pas lié à l'histoire, c'est lié à la biologie. Pourquoi est-ce que les Portugais sont mélancoliques et les Espagnols sont colériques? Alors que c'est deux peuples qui sont originellement qui viennent du même endroit. C'est les Arabes. C'est les Arabes qui ont donné aux Espagnols ce tempérament colérique. Et les Portugais, il n'y a pratiquement pas eu d'Arabes chez eux. Les Espagnols, c'est des Arabes. Tu vois? Donc il faut avoir ça présent à l'esprit pour comprendre pourquoi c'est ces grandes différences, mais il ne faut pas généraliser en disant tout le monde il est comme ça. Non, tout le monde il n'est pas comme ça en Espagne, tout le monde il n'est pas comme ça en Finlande. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une dominante nationale. Et il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de dominante nationale. Et les gens me disent, mais les Américains, c'est des colériques. Je dis non. En Amérique, il y a ce qu'on appelle l'American Dream. Il y a une culture qui est la culture de l'action. On va aux États-Unis pour faire quelque chose. Et si on ne peut rien faire, on ne va pas aux États-Unis. C'est le American Dream. Et l'American Dream, c'est une culture particulière qui fait en sorte que le flegmatique américain, il doit aussi faire des choses. Il est obligé, sinon il meurt. Vous voyez? Mais ce n'est pas quelque chose de biologique chez lui, c'est que c'est la culture qui l'oblige d'être en action. Le American Dream rejette des gens qui sont pas portés sur l'action. Donc si tu es flegmatique aux États-Unis, tu es obligé d'être un flegmatique actif. Vous voyez? Aujourd'hui, la culture moderne, qui est la culture de communication à travers ce truc-là, tu te dis, mais on est tous devenus des sanguins. Je fais une photo de mes chaussures que je viens d'acheter, je les envoie à tous mes amis. Mais ça, c'est les sanguins, ils aiment ça. Et donc tu te dis, on est tous devenus finalement des sanguins. En fait, on n'est pas devenus des sanguins. Parce qu'il y a une culture mondiale non pas qui favorise, mais qui satisfait tous les besoins des sanguins, grâce à ces trucs-là. La communication immédiate. Et donc tous, on s'adapte un petit peu et on contrôle plus ou moins cet appareil en fonction de notre tempérament. Mais tu ne peux pas dire que tout le monde il est sanguin. Tout simplement, il y a une culture mondiale, grâce au développement technologique, qui fait en sorte que les sanguins ils sont super heureux. Parce que ça favorise leur sanguinisme. Vous voyez, donc faites la différence entre ce qui est la culture et ce qui est la biologie. Les parents, ce serait bizarre si toi qui es flegmatique, que chez tes parents il n'y a aucun flegmatisme, chez tes grands-parents il n'y en a aucun, tu fais des petites recherches et tu vois que chez tes arrière-grands-parents non plus, bah tu te dis peut-être que je ne suis pas le fils de maman. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des gros doutes, quoi. C'est comme le gamin qui naît noir, et il fait des recherches, et il y a 4 générations, il n'y a aucun noir. En principe, on hérite les deux. Tu peux hériter tempérament de maman, tempérament de papa, ou tempérament d'un grand-parent. En principe, on hérite des deux. Mais il y a un tempérament qui est dominant et un autre qui n'est pas dominant. Alors, vous voyez ce que j'ai écrit à gauche, là? Enfin, pour vous, tout est à gauche, tout est au centre. Notre tempérament nous incline dans une direction ou dans une autre. Si tu es colérique, ton tempérament t'incline vers l'action. Okay? Si tu es flegmatique, tu n'es pas orienté vers l'action, tu es orienté vers la paix, le calme, la tranquillité, la science.
Mais la vertu compense les défauts de notre tempérament. Alors regardons clairement quelle vertu compense les défauts de notre tempérament. Le colérique, qui aime faire avancer les choses. Il aime les choses biologiquement plus que les personnes. Biologiquement, je ne dis pas spirituellement. Biologiquement, il aime les choses, il pense aux choses, toujours. C'est les choses qu'il veut faire avancer. Il veut des résultats concrets, matériels, rapidement. Tu dis, bon, c'est très positif tout ça, mais il y a un problème. Le problème, c'est les gens. Très souvent, tu vois dans le business des colériques qui n'ont aucun caractère. Et donc, eux, ils veulent faire avancer les choses, mais ils vont utiliser les personnes qui travaillent avec eux. Au lieu de faire grandir les personnes qui sont les membres de leur équipe, ils vont les utiliser pour l'objectif matériel. Et donc, ils vont les détruire, ils vont les anéantir. Ils vont les utiliser, les détruire, les anéantir, les corrompre. Et tu leur diras, mais regarde ce que tu as fait avec ces gens. Ils te diront, mais c'est pas si important. On a obtenu le résultat, regarde. Et voilà, ça c'est un colérique qui n'a pas de caractère. Donc il y a un challenge pour lui. C'est quoi le challenge? Le challenge, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? C'est la vertu qui va le pousser à servir les autres et à se dire les personnes sont plus importantes que les choses. Et donc il va être porté à aider et à faire grandir ces hommes, ces hommes et ces femmes, en se rendant compte que ces personnes sont plus importantes que le résultat matériel. Et que les résultats matériels, finalement, ce sont seulement des occasions pour faire grandir les personnes. Donc il va avoir un problème, il a un problème, le colérique, spirituel. Son problème spirituel, ça va être de développer la vertu d'humilité. Donc celui d'entre vous ici qui est colérique doit se dire, c'est normal que ma première réaction soit toujours les résultats matériels. C'est pour ça qu'on me paye. C'est pour ça que mon salaire est de 3 millions de dollars par mois. C'est parce que je sais faire avancer les choses. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas, et moi je sais, parce que depuis que je suis tout petit, je fais avancer les choses. Je comprends ce que c'est que l'action, je comprends ce que c'est que le résultat. Mais j'ai un gros problème moral, c'est que je ne vois pas les êtres humains. Je vois que les choses. Je suis un manager né, et il faut que je devienne un leader. C'est-à-dire qu'il faut que ma première préoccupation soit les personnes. Donc si ma première réaction sera toujours les choses, ma deuxième réaction doit être quasi instantanée, elle doit être spirituelle, et elle doit être, Alex, les personnes sont plus importantes que les choses. Rappelle-toi. Et donc, ok, tu vas penser à ces gens qui, avec toi, essayent de réaliser ces objectifs. Ils sont plus importants que les objectifs que tu veux réaliser. Donc, tu vois, le caractère compense ce défaut naturel du colérique, c'est l'humilité. Le colérique doit avoir un seul mot en tête, humilité. C'est l'objectif, c'est pas l'objectif de sa vie, mais c'est le grand challenge de son existence, c'est l'humilité. Le sanguin. En parlant du mélancolique d'abord, le mélancolique, il est absorbé par ses idées, il est absorbé par ses pensées, par ses sentiments. Il crée. Quel est son problème? Le mélancolique, il a ce grand atout qui est la création, mais il a ce grand défaut qui est qu'il a très très peur de mettre tout ça en pratique. Parce que pour lui, le monde extérieur, c'est un monde minable. C'est pas un monde idéal, c'est le monde matériel. C'est un monde où tout échoue, c'est un monde où tout est corrompu. Et là, l'idée, elle est belle dans mon cœur et dans mon intelligence. Et donc le mélancolique, il se laisse absorber par tout ça, par cette beauté, par cette grandeur. Il vit de ça à l'intérieur de lui-même, mais il ne communique pas ça au monde. Il a besoin de ce qu'on appelle l'audace, qui est une partie de la vertu de courage. Les mélancoliques, s'ils sont audacieux, ils sont extraordinaires. S'ils ne le sont pas, ils sont fous. Et ils deviennent fous d'ailleurs eux-mêmes. Parce qu'ils restent dans leur monde intérieur et parfois on dit, il est bizarre ce gars-là. Hein? On voit des mélancoliques à 100% qui n'ont pas de caractère. On dit, il est quand même bizarre le gars. Tu vois? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, il est bizarre parce qu'il a une grande mélancolie, mais il n'a pas développé le caractère pour être normal. Et donc cette mélancolie le rend bizarre. Complètement renfermé sur lui-même, sur son petit monde, tu lui parles, il n'entend rien. Quand il te parle de trucs, tu ne comprends rien. Et il est heureux, mais il n'a pas besoin de toi.
tu vois, elle n'a pas besoin de toi. Et il te le fait sentir. Parce qu'il n'a pas de caractère. Alors le mélancolique, quand il développe le caractère, c'est bien une personne extraordinaire. Parce que c'est un type profond. Mais en même temps qui est sur l'action, qui est orienté vers l'autre, qui fait des choses, qui veut communiquer au monde ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et ça devient très beau, ça devient extraordinaire. Donc le mélancolique, ce qu'il a besoin, c'est de l'audace. L'audace pour prendre des risques. L'audace pour dépasser la peur qu'il a du monde extérieur. Tu vois, donc le caractère, ici je répète, le caractère corrige les défauts du tempérament. Que tu penses au sanguin. Le sanguin, c'est un grand communicateur, il aime les êtres humains, il aime qu'on l'aime et il aime aimer. Et il aime jouir de la nature humaine, il aime faire des blagues constamment, il aime les jeux, il aime la communication, il aime la sueur, il aime l'odeur du peuple, il aime être avec les gens. Quel est son problème? Le problème du sanguin, c'est qu'il vit dans le présent, et seulement dans le présent. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour lui. Donc aujourd'hui, il est fasciné par ce que tu lui dis, et il te dit, Alex, ce que tu me dis, c'est tellement génial que je te consacre ma vie tout entière. Et le lendemain, tu lui dis, bon, on commence à bosser. Il te dira, bosser sur quoi? Il a complètement oublié. Il se passionne aujourd'hui pour autre chose. Le sanguin, il vit dans le présent. Pour lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il est évident que le colérique, il vit dans le passé, il vit dans le futur. Il lui regarde les objectifs qu'il veut atteindre. Il est constamment obsédé par le futur. Le mélancolique, c'est la nostalgie qu'il pousse dans l'avant, c'est le passé. Les mélancoliques, c'est des gens du... C'est pas, en gros, je ne veux pas dire que c'est des gens du passé, mais c'est des gens, leur nostalgie est très très forte. La nostalgie est liée à la mélancolie. C'est quelque chose de très beau et de très créatif. Hein. Bien sûr, s'il n'y a pas d'audace, ça rend les gens fous. Mais c'est quelque chose de très créatif. Les mélancoliques, ils vivent vraiment dans c'est le passé qui les pousse à faire des choses. Le colérique, c'est l'avenir vers lequel ils ont les yeux fixés. Le sanguin, c'est maintenant. Carpe diem. Il n'y a pas de demain. Et il ne le sait pas. Le problème, c'est que souvent, il ne le sait pas. Et donc, tu signes un contrat avec lui. Toi, tu signes un contrat pour 3 mois. Mais pour lui, c'est pour 3 heures. Mais il ne s'en rend même pas compte. Il ne s'en rend même pas compte. Mais alors, quelle est la grande vertu qu'il va falloir qu'il développe? C'est la vertu de persévérance. Ça va être la vertu d'endurance. L'endurance, c'est un aspect de la vertu de courage, c'est l'aspect passif de la vertu de courage. L'audace, c'est l'aspect actif de la vertu de courage. L'endurance, c'est l'aspect passif de la vertu de courage. Donc il faudra qu'il pratique l'endurance. Et c'est pas facile. Hein. Les sanguins ne sont pas endurants. Hein. Le pape François, il a dit, si vous voulez me tuer un jour, tuez-moi rapidement, parce que moi, la souffrance, c'est pas mon truc. Mais il le dit moitié en blaguant. Hein. Pour un sanguin, c'est évident. L'endurance, c'est pas son truc. On verra, il y a des exemples de sanguins extraordinaires qui ont été super endurants. Je vous donne plein d'exemples. Alors après, on va voir les exemples. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont eu ces caractères, ces tempéraments très développés et qui ont pratiqué la vertu dont ils avaient besoin. Ils sont eu des types assez... des hommes et des femmes absolument époustouflants. Le flegmatique. Un flegmatique, c'est l'approche rationnelle de la réalité, dépassionné, c'est l'ingénieur. Tout est clair et net. Peaceful, tranquille. Tu vas le voir parce que tu as des gros problèmes, tu dis écoute, j'ai plein de problèmes dans la tête. Alors il va te dire écoute, raconte-moi tes problèmes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il va te dire écoute, de ces 10 problèmes, il y en a 9 qui n'ont pas de fondement scientifique. Donc en fait, tu n'as qu'un problème. Les 9, ils sont purement subjectifs, ils sont dans ta tête. Et tu vas dire, oh, c'est génial d'avoir des gars comme ça, qui te tranquillisent. Ça, c'est la force du flegmatique. C'est la paix, la rationalité, l'approche complètement rationnelle. Et là, tu te... tranquille. Quel problème? C'est que le flegmatique, il a peur du rêve. Le rêve, c'est incontrôlable, c'est pas scientifique. Et donc, il a très peur du rêve, il a peur de rêver.
Lui, il veut des trucs super concrets. Mais souvent, les choses super concrètes, ce n'est pas des gros rêves, c'est des petites choses. Alors que les hommes, les êtres humains, pour faire des grandes choses dans la vie, pour développer la magnanimité, il faut rêver un peu quand même. Il faut pouvoir s'élever au-dessus de soi-même et avoir un minimum d'intuition et vouloir des choses qui ne sont pas forcément palpables scientifiquement. Et c'est pour ça que le flegmatique, il a très peur de ce monde du rêve. Et donc, il ne rêve pas. Et donc, lui, ce dont il a vraiment besoin, c'est de développer la vertu de magnanimité. C'est le challenge, c'est le défi des flegmatiques, c'est la magnanimité, qui est la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Le magnanime, c'est une personne qui rêve et qui transforme ses rêves en action ou en mission. Alors, tu vois, le mélancolique, lui, il rêve. Ah, il rêve pas mal, il rêve beaucoup même. Mais il a un mal de chien à transformer ce rêve en mission, en action, parce qu'il lui manque l'audace. Mais le flegmatique, le problème qu'il a, c'est qu'il ne rêve pas. Biologiquement, il ne rêve pas, il n'est pas porté sur le rêve. Donc il faut lui apprendre à rêver dès qu'il est petit. Il faut lui faire lire la littérature où on rêve. Il ne faut pas qu'il lise constamment des bouquins de science. Flegmatique, si vous avez un fils flegmatique ou une fille flegmatique, dès qu'il est petit, il faut l'aider à rêver. Et pas être constamment 2 plus 2 font 4, donc arrête avec ton 5. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, tout simplement, on se rend compte que chaque tempérament a des forces et il y a des défauts. Et que ces défauts biologiques, on peut les compenser par le développement d'une vertu particulière. Et il faut que chaque personne se rende compte de quelle est cette vertu particulière que tu dois développer. Le colérique, l'action. Donc là, je vais assez rapidement parce que je fais déjà une présentation très forte. C'est qui? C'est Hamlet. Pardon, c'est pas Hamlet, c'est Othello, bien évidemment. C'est le Othello de Shakespeare, un colérique. Regardez, voilà les forces du colérique. Je vous laisse contempler les forces. L'idée clé, c'est l'action, c'est le management, c'est l'entrepreneur, c'est la personne qui va de l'avant. Ça, c'est sa force, c'est pas une faiblesse. Quelle est la faiblesse du colérique? C'est ça. Il est enclin à l'orgueil et à la colère. Il ne prend pas le temps de délibérer avant de décider. Il est enclin à l'activisme aveugle. Il est enclin à la confrontation, à la dictature. Tous les grands dictateurs qu'on connaît sont tous des colériques. Il ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Il a du mal à accepter que ses talents sont des dons et non pas le fruit de son activité personnelle. Tu vois, le mélancolique, lui, il dira, bien sûr que c'est des dons, mes talents. Ça m'amuse, c'est Dieu qui me parle. Si je suis poète, si je suis peintre, c'est pas moi, c'est Dieu en moi qui agit. Le mélancolique, lui, est très spirituel. Il aime reconnaître que ce sont des dons divins. Le colérique, il dit, non, c'est moi. Le colérique, il a une tendance à penser que c'est le fruit de son activité, que son énergie est le fruit de son activité. Il a du mal à saisir qu'en fait, son énergie, c'est un don qu'il a reçu et qu'il est responsable de ce don. En face de Dieu, en face des hommes. Il a besoin d'humilité personnelle, pas seulement de l'humilité pour servir les autres, il a aussi besoin d'humilité pour comprendre qu'il a reçu tout ça. Cette énergie qu'il a, il l'a reçue. Il peut la multiplier, bien sûr, mais fondamentalement, il l'a reçue. Il a du mal à accepter que ses talents sont des dons. Okay? Dans la direction des personnes, il a du mal à respecter les sentiments des autres, à les faire grandir, à les responsabiliser, à les servir.
Ça, c'est le grand truc. Tu vois. Si tu es colérique, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Pratiquer l'humilité, ça veut dire quoi pour un colérique? Ben, ça veut dire s'occuper des personnes, donc de tes enfants, s'intéresser pour eux. Ça veut dire déléguer du pouvoir à tes employés. Ça veut dire les faire grandir. Ça veut dire les inclure. Ça veut dire ce qu'on appelle empowerment, donc la responsabilisation des personnes. C'est-à-dire penser constamment à ça. Toi qui es colérique, par exemple, tu peux dire « moi, j'aime pas déléguer ». Pourquoi? Parce qu'un colérique, il n'aime pas déléguer, parce qu'il aime faire lui-même, parce qu'il est porté sur l'action. Et donc, il délègue seulement s'il peut plus tout seul. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de temps. Et il faut qu'il te dise « non, moi, je suis colérique, donc j'ai tendance à ne pas déléguer du pouvoir aux autres, à mes employés, à mes enfants, à mon équipe. J'ai tendance à vouloir tout faire moi-même. » Tu vas te dire, c'est naturel. Tu es colérique, c'est naturel. Tu aimes faire les choses. Et là, tu dois te dire une chose importante qui est, tu délègues non pas parce que tu n'as pas le temps, tu délègues parce que. C'est un acte d'humilité. Tu fais grandir les gens en déléguant du pouvoir. Quand tu vois qu'une personne est capable de recevoir une délégation de pouvoir, tu lui délègues pour la faire grandir, pour qu'elle expérimente quelque chose de nouveau, pour qu'elle comprenne ce qu'est la liberté, ce qu'est la responsabilité, ce qu'est la créativité. Et parce que tu as envie de l'inclure, tu as envie de la développer, tu as envie de la faire grandir, tu as envie de la rendre magnanime. Et donc, tu l'éduques à travers la délégation de pouvoir, à travers la responsabilisation. Pour le colérique, ça lui coûte tout ça. Une personne qui te dit, quand tu demandes à un chef d'entreprise, pourquoi tu délègues finalement? Il te dit, parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Tu lui dis, nul. Nul. Ça, c'est pas du leadership, ça. Le leadership, c'est je délègue parce que je les aime. Je délègue parce que je veux les faire grandir. Je délègue parce que je veux leur faire expérimenter la liberté, la responsabilité, pour qu'ils puissent grandir en tant que personne. Ça, c'est la chose que le colérique doit avoir constamment gravée dans l'esprit. Je délègue pour faire grandir. Je délègue parce que je veux pratiquer l'humilité. Et ça me coûte, mais je le fais parce que je veux devenir humble. Parce que c'est la vertu défi de mon existence. Vous voyez? Donc, c'est pas facile hein, pour un colérique tout ça. Mais c'est le grand défi de son existence. Tu penses à des grands colériques historiques que vous connaissez. Il y en a beaucoup, bien sûr, dans le business et tout, mais je pense à des gens qu'on pourrait connaître tous. Jeanne d'Arc, c'est une colérique. C'est une fille qui ne supporte pas que les choses n'avancent pas. Elle est rapide, extrêmement rapide. Et elle pousse les gens à l'action constamment. Elle veut des résultats. Elle exige énormément, elle ne supporte pas les retards. Mais tu vois que c'est une personne qui pratique en même temps l'humilité. Comment tu le vois? C'est extraordinaire. Tu vois, c'est une personne sur une période de 1 an et demi, a transformé un peuple de minables, de gens sans espoir, pauvres types, en une véritable armée. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est empowerment. Ça, c'est la pratique de l'humilité. Ça, c'est ce que fait un vrai leader. Il transforme des zombies en êtres humains magnanimes, superbes. C'est ça le leadership. Elle transforme des personnes. Bien sûr, elle réalise son management. Elle chasse les Anglais de France, c'est du management. C'est l'objectif matériel. Mais en tant que leader, elle pratique l'humilité et elle réalise quelque chose d'extraordinaire qui est la transformation des êtres humains, l'espoir qu'elle donne aux personnes qui sont complètement tombées dans le désespoir, dans les ténèbres absolues, qui sont des minables, des nuls. Elle les transforme et elle fait d'elle une armée tout à fait respectable. Ça, c'est le grand leadership de Jeanne d'Arc et c'est beaucoup plus intéressant que son management du point de vue leadership. C'est une colérique qui pratique l'humilité. Donc c'est possible d'être humble en étant colérique. C'est tout à fait possible. Personne ne peut dire non, écoute Alex, c'est pas mon truc ça. Moi je suis colérique et frappe sur les gens parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Le colérique a besoin d'humilité. C'est son challenge, son défi.
Donc les colériques entre nous, souvenez-vous, mon grand défi c'est l'humilité, c'est-à-dire qu'il faut que je comprenne que cette intensité que j'ai d'énergie, c'est un don qui m'a été donné pour réaliser des choses. Et en même temps, il faut que je comprenne que cette humilité, elle est orientée vers le service des personnes que je dois faire grandir et que finalement les personnes sont plus importantes que les choses. Voilà mon truc. Rappelle-toi, les personnes sont plus importantes que les choses doivent être seulement un objectif. Non, les choses doivent être une occasion de faire quelque chose. Je vais raconter une anecdote très sympa pour finir. Il y a un grand saint qui s'appelle Saint José Maria, le fondateur de l'Opus Dei, qui un jour a dit « ça serait bien qu'on crée une université à Pampelune ». Et donc il a fait venir des intellos, de ses fils spirituels, il leur a dit « je veux une université à Pampelune ». Et puis 3 ans plus tard, une fois que l'université commence à fonctionner, il demande au doyen de la faculté de médecine, qui s'appelait Juan, il dit « Juan, finalement, pourquoi t'es allé à Pampelune ?» Et Juan lui dit « parce que vous m'avez demandé d'aller à Pampelune pour créer une université ». Et Escriva lui dit « non, je t'ai demandé d'aller à Pampelune pour devenir saint. Et si tu es devenu saint en créant une université, t'as tout bon, sinon t'as tout faux. » Extraordinaire, ça c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu fais, finalement, n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe avec toi et avec les gens quand tu fais quelque chose. Et Escriva était un colérique, mais à 100%. Tu aurais pu attendre une réponse de ce type-là plutôt d'un flegmatique ou d'un mélancolique. Colérique à 100% qui dit non, ce que tu fais, c'est uniquement un prétexte pour le développement de ta propre personnalité et le développement de la personnalité des autres qui travaillent avec toi. Voilà un très bel exemple d'un colérique qui a compris ce qu'est l'humilité. Les personnes sont plus importantes que les choses. Et toi, en tant que colérique, tu dois arriver à le comprendre et tu peux le comprendre. C'est faisable. C'est le grand défi de ton existence. Le mélancolique, qui en a ici, là? Hamlet. Regardez ce regard perdu, le regard d'Hamlet. Il est complètement absorbé par lui-même, par ses idées, par ses passions, etc. Le mélancolique. Voilà ses forces. L'auto-absorption, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Parce que c'est l'auto-absorption qui permet la créativité. Les gens qui sont auto-absorbés, c'est qu'ils sont absorbés par leurs pensées, par leurs sentiments, par leurs idées. Tout ça, ça suit le mouvement de l'aigle et ça produit quelque chose d'extraordinaire. Tous les grands créateurs, ce sont des mélancoliques. Ça, c'est la force. Je répète, les peintres, les musiciens, surtout les écrivains, les grands écrivains sont pratiquement tous des mélancoliques. C'est ce qui fait qu'ils sont des grands écrivains. C'est l'art, tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, tout ce qui est attirant, c'est le fruit de la mélancolie. Donc cette auto-absorption, elle n'est pas mauvaise, mais elle doit être contrôlée. Voilà les défauts du mélancolique. Ce sont des défauts biologiques, pas spirituels. Alors le mélancolique, c'est des mélancoliques parmi nous, ils doivent se dire, bon écoute, moi ça fait quand même 3 heures que je suis en train de lire un bouquin, alors c'est bien, mais il faudrait quand même que je bouge. Alors il faut faire plus de sport que les autres. Les mélancoliques, il faut surtout qu'ils fassent plus de sport que les autres, sinon ils deviennent fous. Il faut sortir, le colérique est toujours sur l'action, donc il transpire. Le mélancolique, le colérique, oui, il transpire naturellement. Le mélancolique, non, il peut être assis pendant 3 heures en train de lire un bouquin, absorbé par ses pensées, etc. Ça peut avoir des conséquences néfastes aussi sur le corps. Hein. Ah, les mélancoliques, il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils fassent attention à leur corps, parce que leur corps, il a besoin de bouger un petit peu, quoi. Et donc, il faut faire plus de sport, il faut sortir plus, il faut aller au contact des gens, il faut aller dans la forêt, il faut respirer l'air libre, quoi. Donc tu vois, il craint l'action dans laquelle se manifeste irrémédiablement l'imperfection due aux limitations de la nature humaine. Il a
peur. Le mélancolique, il a peur de l'extérieur parce qu'il voit les limitations. Je répète, le péché, la limitation de l'homme, il a peur de la réalisation de ses rêves, la réalisation de ses pensées, de sa création à l'extérieur de lui-même. Et il faut qu'il en sorte. Il faut qu'il dépasse cette peur. Le mélancolique, il a des peurs terribles. On n'a pas le temps aujourd'hui de tout voir. En principe, moi et mes étudiants, on passe 3 heures sur chaque tempérament pour voir au point de vue de chaque vertu quelle est la difficulté. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Vous verrez dans mes bouquins, j'ai les bouquins, ils sont ici, là. Il y a tout. Aujourd'hui, moi je vous présente, je parle de ce que j'ai dans la tête et ce que je vais vous communiquer. Mais ensuite, vous verrez pour chaque vertu pris indépendamment, tu vois du point de vue de chaque tempérament les difficultés pour pratiquer un aspect de la vertu. Par exemple, mélancolique, tu vois parfaitement du point de vue de la prudence. Vous savez quoi le problème? Ça va de l'action. Parce que le mélancolique, lui, au niveau de la délibération, il voit parfaitement les problèmes. Il va avoir un problème qui est qu'il ne voit que les problèmes. Il ne voit pas les aspects positifs. Il voit que les problèmes. Donc au niveau de la délibération, tu dis, il y a déjà un problème. Au niveau de la délibération, le problème, c'est qu'il ne voit que les problèmes. Et puis tu vois au niveau de l'action, c'est qu'il a peur de prendre des décisions. Au niveau du courage, tu vas dire à ce gars-là, il est endurant. Ouais, les mélancoliques sont endurants. Parce qu'ils ont une facilité à trouver, je dirais, une réponse à leur souffrance. Ils spiritualisent facilement la souffrance. Donc ils trouvent facilement un sens à la douleur, les mélancoliques, parce qu'ils sont profonds. Et donc ils sont beaucoup plus endurants, biologiquement parlant, que les colériques ou que les sanguins. Donc ils ont plus de facilité à pratiquer l'endurance. Mais ce qui leur coûte, c'est l'audace. Ils ne sont pas audacieux, biologiquement parlant. Ils ne sont pas audacieux. Tu vois? Au niveau de la maîtrise de soi, quel va être le problème du mélancolique? Quel type de passion il va avoir, la mélancolique? Des peurs, le jugement critique. Parce que tout doit être parfait. Donc il va toujours juger. Il va dire, mais c'est pas parfait, c'est nul ça. Il va voir le mal partout, il va voir les choses qui ne sont pas parfaites. Et il va te le dire. Et il va y avoir un jugement critique sur les personnes, un jugement critique sur les choses, qui lui vient naturellement. Le mélancolique, c'est normal, il voit tout noir. Parce qu'il n'y a rien qui soit parfait, parce qu'il est un idéaliste. Et la première chose qu'il voit, c'est que tout n'est, ça correspond, c'est pas l'idéal il n'est pas là. Ce que je vois, c'est pas l'idéal. Et il te le fait remarquer, il te le dit. Et donc il a un jugement critique très fort, qui peut être utile, mais qui s'il déborde, s'il n'y a pas la charité derrière, ça devient une catastrophe. Tu vois, il est susceptible. Si tu dis des choses négatives contre lui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après il ne peut plus te voir pendant toute la vie. Le sanguin, il s'en fout complètement, il a oublié le même jour. Et puis alors le colérique, lui, il te marche dessus, quoi. C'est-à-dire que pour lui, tu n'existes pas. Mais alors le mélancolique, tu lui as dit des trucs un peu osés contre lui 2-3 fois, c'est fini, là. Il ne peut plus te voir, il ne peut plus te sentir. Chaque fois qu'il voit ta tête, il vomit. Il a ça lui reste à l'intérieur. Et il a besoin de beaucoup de charité pour pardonner, et pour oublier surtout. Et souvent, oublier, il ne pourra pas d'ailleurs. C'est trop dur. Pardonner, il pourra si c'est un bon chrétien. Mais oublier, c'est impensable. Alors que le colérique, lui, il oublie le même jour. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, tu es un obstacle. On t'oublie. Vous voyez, donc dans chaque tempérament, il y a des passions qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, qu'il faut apprendre à gérer. Le colérique, je dis, c'est l'orgueil et la colère. C'est les passions typiques du colérique. Chez le sanguin, les passions typiques, c'est les 5 sens extérieurs. Le sanguin, il vit de l'extérieur. Donc les sens extérieurs chez le sanguin sont toujours en action. Toujours ouverts, toujours « Ah, donne-moi ». Donc, vous voyez, pour chaque tempérament, on peut dire qu'il y a dans chaque vertu a ses propres défis. Donc, on ne peut jamais dire qu'une vertu dans sa totalité est un défi pour un tempérament. Fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un aspect important de la vertu constitue un véritable défi pour ce type de tempérament.
Mais je répète, aujourd'hui, on n'a pas le temps de voir ça en détail, c'est pas possible. C'est un mauvais équipier. Ah oui, le mélancolique, il ne supporte pas d'être avec les autres. Il ne supporte pas d'être un numéro. Si tu montes une équipe et tu as des mélancoliques, il faut savoir, c'est dur pour lui. Le mélancolique, il a besoin d'affirmer son indépendance, il a besoin d'affirmer son individualité. Sinon, il se sent complètement... Je ne veux pas être comme les autres. Si tout le monde met une cravate, il ne mettra pas de cravate. Si personne met une cravate, il mettra je ne sais pas quoi. Ou il viendra tout nu. Mais il ne peut pas être comme les autres, le mélancolique. Il ne supporte pas l'oppression du groupe. C'est un créateur, c'est un peintre, c'est un musicien, il a besoin d'être lui-même. Et il a l'impression qu'il n'est pas du tout lui-même s'il fait ce que les autres font. Il faut savoir ça quand tu crées une équipe. Ils sont comme ça. Donc quand tu crées une équipe, tu te dis c'est bien d'avoir des colériques parce qu'ils foncent, il faut aller réaliser des résultats, il faut les obtenir. C'est bien d'avoir des mélancoliques parce qu'ils voient tout ce qui ne va pas marcher. C'est très bien d'avoir des sanguins parce qu'ils voient tout ce qui peut marcher, mais ils ne voient rien de ce qui ne va pas marcher. Et puis, c'est très bien d'avoir des flegmatiques, parce que le flegmatique, il te donne de la rationalité dans ce que tu fais, donc tu te dis, ça va marcher à long terme, notre truc. Parce qu'il faut systématiser les processus pour que les choses fonctionnent à long terme. Donc quand tu crées une entreprise, c'est très bon d'avoir les 4 tempéraments qui sont là, parce que c'est quatre tensions différentes qui sont très positives. Tu as besoin d'un mélancolique parce que tu as besoin d'une idée, tu as besoin d'un colérique parce que sur cette idée, il faut fonder quelque chose. Tu as besoin d'un sanguin parce qu'il faut vendre le truc. Il faut le vendre. Il faut rassembler les gens autour d'un projet. Le colérique, il est nul pour ça. Le mélancolique, encore plus. Mais le sanguin, c'est son travail. Il adore rassembler les gens, leur faire comprendre que c'est beau, les convaincre. Et puis tu as besoin finalement, en fin de compte, tu as besoin d'un flegmatique parce qu'il faut de la rationalité dans le système pour être sûr que ça marche à long terme. Et donc tu les fais venir. Donc tu vois, dans chaque tempérament, il y a énormément de choses, il y a des talents particuliers qu'il est bon de connaître aussi, parce que tu en as besoin. Tu as besoin de cette complémentarité, à tous les niveaux. Donc ceux d'entre nous qui sont mélancoliques, voilà le truc. Il faut absolument pratiquer l'audace. Le mélancolique, il a peur du monde extérieur, il a peur de passer à l'action. Et il faut qu'il se dise, il faut que je prenne des risques. Il faut que je me dise une chose importante qui sont que 95% des peurs, des craintes que j'ai dans mon esprit, elles sont purement subjectives. Donc les mélancoliques parmi nous, doivent se dire cette chose-là, qui peut les aider énormément. 90% de tes craintes face à l'avenir, elles ne sont pas justifiées. Elles sont purement subjectives. Sache-le. Ça veut dire que tu auras toujours des craintes parce que tu es mélancolique. Mais il faut que tu te dises, elles sont subjectives. Donc je peux dormir tranquillement, et c'est normal que je les ai. Un mélancolique qui ne sait pas ça, c'est la panique. Un mélancolique qui ne connaît pas, et qui ne sait pas pourquoi il a toutes ces craintes, il va penser que toutes ces craintes sont réelles, alors qu'en fait elles ne sont pas réelles. Les peurs du mélancolique face au monde extérieur sont naturelles, mais elles ne sont pas justifiées. Elles ne correspondent pas à la réalité. Donc le mélancolique, ce qui le sauve très souvent, c'est de savoir ça. Je sais que je suis comme ça, et c'est pas mauvais que je le sache. Et voilà. Tu as des peurs, et tu le dis, tout le monde te connaît. Il ne faut pas avoir peur que les gens te connaissent comme tu es. Voilà, tu dis, je suis mélancolique, tu vois, donc j'ai un petit problème, c'est que je panique devant n'importe quel type de problème. Mais le gars, il te dit, ce type-là, il se connaît. Ça, c'est incroyable. Il comprend qu'il panique devant n'importe quel type de problème, et il gère ça très bien. Mais il sait qu'il va toujours paniquer. Mais en même temps, il est heureux, c'est-à-dire qu'il ne panique pas fondamentalement. Et donc, il peut encore faire des choses, parce qu'il sait que cette panique, elle n'est pas justifiée, mais qu'elle est due tout simplement à son tempérament mélancolique. Donc tu peux travailler avec lui, parce qu'il n'est pas fou. Il comprend d'où ça vient, et il comprend qu'il exagère, mais il comprend qu'il ne peut pas ne pas exagérer. Vous voyez, donc ça tranquillise beaucoup les mélancoliques quand tu leur expliques ces choses-là, parce qu'après, ils ne paniquent plus. Ils ont peur, mais ils ne paniquent plus. Ils savent qu'ils sont comme ça. Et que tout ça, 90% de
Je répète, ces difficultés qu'ils voient, elles n'existent que dans leur imagination. Alors tu as le sanguin. Le sanguin, lui, c'est les personnes. C'est qui là? Il faut être un petit peu... je termine dans 5 minutes. Le sanguin, c'est les personnes, ça c'est Steve Oblonsky, c'est un héros de Anna Karenine. Quand tu regardes cette photo, tu vois, ça c'est un sanguin, 100%. Et tout est dans le regard, dans le sourire, tu dis, il vit de la communication. Il est dans la communication. Il n'y a rien d'autre que la communication chez lui. Ce regard, c'est un regard de communion, tout simplement. Il est heureux de l'autre. Sans les autres, il n'existe pas. Il est heureux dans cette communication. Ça, c'est le sanguin. Donc voilà les forces du sanguin. Donc il est entreprenant, il aime l'aventure. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas persévérant. Mais il aime commencer. Hein. Il est très entreprenant. Parce qu'il aime l'aventure, il aime le tcha-tcha, comme on dit. Il aime le jeu. C'est amusant, l'aventure. C'est amusant de commencer quelque chose. C'est beaucoup moins amusant de le terminer, pour lui. Mais de le commencer, c'est très amusant. C'est nouveau. Il aime la nouveauté. Il aura ce truc-là, dernier modèle. Toujours dernier modèle. Il aime les voitures de sport, il aime bien s'habiller, il a des super bagues, il a des chaussures bien propres et tout. Il aime montrer. Parce quoi? Parce qu'il vit aujourd'hui, demain, il n'y a pas de demain. Et voilà, les sens externes sont toujours en éveil. Des faiblesses. Il a du mal à contrôler ses sens externes, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. L'amusement est un aspect très important de sa motivation. Il a besoin de s'amuser. Il a besoin de faire des jeux, il a besoin d'être avec les autres. Il est enclin à la superficialité et à l'instabilité. Il est attiré par tout ce qui est nouveau. Il veut plaire, il veut que tout le monde l'aime. Le sanguin a besoin d'endurance. Un grand sanguin qui est extraordinaire, c'est qui? Thomas More. Thomas More, c'est un sanguin. C'est un type de la communication, c'est un ami extraordinaire. Erasme m'a dit que c'était le meilleur ami au monde qui puisse exister, c'est Thomas. Il jouit de l'amitié. C'est un homme de communication, il aime les hommes. Et bien Thomas More, c'était la seule personne endurante lorsque Henri VIII a déclaré la guerre et que tout le monde s'est soumis. Et il y en a un qui ne s'est pas soumis au nom de sa conscience. C'est Thomas More. Et Thomas More, au moment où on lui coupe la tête, qu'est-ce qu'il fait? Une blague. Le mélancolique ne fait pas de blague au moment de mourir. Le colérique, encore moins, il pense comment se venger. Et le flegmatique, il dit, pourquoi j'en suis arrivé là? Où est l'erreur? Et le sanguin, il fait une blague. Il donne une pièce à son bourreau, il lui dit, fais bien ton boulot, moi je l'ai toujours bien fait. Bonne blague, tu vois. C'est typique du sanguin, ça. Donc personne parmi les sanguins peut dire, moi je peux pas. Moi je peux pas être endurant, c'est pas mon truc. On a un très bel exemple, c'est Thomas More. Un très bon exemple aussi d'un sanguin endurant, c'était le président des États-Unis, Ronald Reagan. Ronald Reagan, c'est un sanguin. C'est un acteur, c'est typique des sanguins, l'acteur. Être acteur, c'est typique du sanguin. C'est un homme, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ses idées, ça c'est un autre problème. Dans la politique, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas un problème. Mais sur la personnalité, c'est un homme de caractère. C'est un homme extrêmement endurant. Il a quelques idées en tête et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il n'y a pas de mouvement là. Et il n'est pas en train de regarder qu'est-ce que le public pense. Et il a dit ce qu'il veut. Et même si le public n'est pas d'accord avec lui, il continue avec ce qu'il a dit, ce qu'il allait faire. Extraordinaire pour un homme politique. Extraordinaire. Ils sont fous de ce que les gens pensent de lui. Il a défini son programme, il a été élu, il va jusqu'au bout dans son programme. Programme pro-life, programme sur la fin du communisme. On ne joue pas avec ça. Clair et net, même s'il sait que ça lui fait perdre des voix dans les élections. C'est un sanguin. Ah, c'est un sanguin, le type. Mais qui pourrait dire que ce n'est pas un homme persévérant? Personne ne peut dire ça. Persévérance extraordinaire.
Et on termine par le flegmatique. Alors, on passe au flegmatique, je ne vous ai pas donné d'exemple de mélancolique. Le grand exemple de la mélancolie, c'est par exemple Martin Luther King, dont on fête demain le 100e anniversaire de sa naissance. Martin Luther King, c'est un mélancolique absolu. C'est un type, il a des crises de mélancolie. Crise de mélancolie, c'est un type, il aime la beauté, il aime les speeches, il aime faire des discours, il écrit super bien. Ces lettres qu'il écrit de sa prison de Birmingham aux États-Unis, elles sont superbes. C'est extraordinaire à lire ça. C'est beau, c'est puissant. Et tu lis ça, tu te dis, c'est génial, c'est un génie ce type-là, c'est vraiment un artiste. Effectivement, ce gars-là, c'est un vrai artiste, mais il se rend compte qu'il lui manque, il faut de l'audace pour passer à l'action. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entourer de colériques. Il va faire venir autour de lui 2 ou 3, surtout un assez connu, un grand colérique qui devient son bras droit pour apprendre de lui. Et ce type qui est un grand mélancolique, qui a des crises terribles de mélancolie, devient un des plus grands acteurs de l'histoire des États-Unis, acteur au sens acteur social, pas de ciné. Et donc il a pratiqué l'audace, et il meurt tué, il meurt sous une balle, parce qu'il est audacieux. Donc Martin Luther King, c'est un homme audacieux. Mais cette audace, il l'a développée, c'est le fruit de son travail. C'est un grand mélancolique qui était extrêmement audacieux. Tu prends tous les grands auteurs russes que je connais bien, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, tous ces gars-là, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont une audace extraordinaire, mais sont tous des mélancoliques pratiquement à 100%. Pourquoi ils sont devenus grands? Ils sont devenus grands parce qu'ils n'ont pas eu peur de l'action. Et ils ont tous fait des choses. Ce ne sont pas des écrivains de cabinet, ce ne sont pas des Descartes ou des Kant de l'existence. Ce sont des gens, ils sont toujours dans l'action. Et c'est ça qui fait leur grandeur. Et c'est ça qui fait qu'ils sont devenus personnellement des personnes extrêmement intéressantes. Parce que ce sont des mélancoliques actifs. Ils ont développé le caractère. Et c'est possible et on peut le faire. Et là, on passe au flegmatique. Le flegmatique, c'est qui celui-là? Ça, c'est le grand flegmatique, c'est Guerre et Paix. Pierre. Pierre Bezukhov, dans Guerre et Paix, c'est le flegmatique total. C'est le héros. Voilà ses qualités. Son approche de la réalité est dépassionnée, rationnelle, scientifique. Il sait écouter, il est empathique. Il a un sens profond du devoir, il aime la coopération. Il a une volonté de faire presque toujours cachée. Il est constant et persévérant. Il est difficile de lui faire perdre son calme, ses forces. Et voilà le grand défaut. Voilà le grand défaut. C'est qu'il aime nager dans le sens du courant. Voilà, il aime nager dans le sens du courant, il aime le statu quo, il n'aime pas le changement, il a peur de faire des erreurs, il aime la sécurité, il se sent facilement dépassé. Les obstacles lui semblent insurmontables. Il évite les conflits à tout prix. Donc, ça c'est le flegmatique. Et le flegmatique, il a surtout besoin de magnanimité, il a besoin de rêve. Des grands flegmatiques qui ont été des rêveurs. Et des hommes d'action. Il y en a. Il y a un très grand homme d'affaires aux États-Unis qui est considéré probablement pour le plus grand homme d'affaires, le plus grand leader de business depuis la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Darwin Smith. Darwin Smith, c'était pendant 25 ans, le directeur de la société Kimberly-Clark, qui fait du papier. Kleenex, Huggies, c'est ça. Ce type-là, un jour, il y a un gars qui s'appelle Jim Collins, qui va écrire un bouquin qui s'appelle « From Good to Great ». Je ne sais pas comment ça une traduction en français, du bien au grand. Un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été créé une dizaine d'années. Qu'est-ce qui se fait? Il s'est passé que ce gars-là, qui est un spécialiste d'entreprise, il regarde un petit peu comment les entreprises se sont développées, il voit les résultats de ces entreprises qui sont absolument incroyables. Ce gars-là, Darwin Smith, quand il est devenu chef d'entreprise, il a commencé à arriver, il a vendu tout, 100% de l'histoire de l'entreprise, qui fabriquait du papier mâché, il a transformé cette entreprise en une entreprise de papier de haute consommation. Donc il a vendu en fait 100 années l'histoire de la société, vendu toutes les usines. Et il a mis tout cet argent dans les papiers de haute consommation. Et il a fait ça surtout parce qu'il voulait transformer ces personnes. Il voyait que ces personnes étaient devenues des fonctionnaires. Il ne voulait pas avoir de fonctionnaires, il voulait avoir des véritables leaders autour de lui. Et donc il a lancé cette entreprise dans le feu de la compétition, pour faire de la compétition en face des géants américains comme 3M, Procter & Gamble, Scott Pepper. Il s'est lancé là-dedans, il a voulu lancer ces hommes et les femmes de cette entreprise dans la compétition de très haut niveau en disant on devient grand ou on meurt.
Ouais, le rêve du type, incroyable. Et il a gagné la guerre au bout de 3 ans. Tout le monde rigolait, tout le monde le prenait pour un fou, et en fait, il a gagné la guerre. Et Kimberly Clark est devenu le numéro 1 mondial du papier de haute consommation, au moins jusqu'à aujourd'hui. Et alors, quand Darwin Smith, quand Jim Collins est allé le voir, parce qu'il avait les résultats de l'entreprise, il a vu le truc, il a vu ce qui s'est passé, il a écrit l'histoire, il voulait connaître le gars. Il est allé le voir, il n'en croyait pas ses yeux. Il avait en face de lui un flegmatique absolu. Mais un flegmatique avec un caractère incroyable. Un flegmatique qui était un très grand rêveur et qui était un être humain extrêmement magnanime. Donc le plus grand leader, on peut dire, du business américain depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un type qui est pratiquement 100% flegmatique. Parce que c'est un homme de caractère. Darwin Smith, c'est un type qui a développé son caractère depuis qu'il est tout petit. Donc c'est un flegmatique. Quand tu le vois, tu dis, mais il est flegmatique le type. Dépassionné, super tranquille, cool, etc. Et il avait du mal à croire, et il l'écrit dans son livre, j'avais du mal à croire que ce type-là, c'est celui qui a réalisé ce que j'ai étudié pendant 3 ans. Il était sous le choc. Sous le choc. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas cette théorie du tempérament et du caractère. Il avait du mal à comprendre que ce sont deux choses différentes. Et tu as des gens, et je vais en terminer là, qui ont un tempérament comme ça et qui sont en même temps des gens magnifiques, extraordinaires. Et dans l'histoire de l'humanité, on a eu un peu de tout. Quand tu regardes l'histoire des religions, tu vois que Saint Paul, c'est un colérique et qu'il a du mal avec son colérisme, mais qu'il arrive à le dépasser plus ou moins. Parfois, non. Quand Marc voyage avec lui la première fois et que Marc succombe, et que Marc la deuxième fois veut le rejoindre, il dit non, c'est terminé, toi, c'est fini, out. Tu vois, Saint Paul, tu vois, c'est un colérique et parfois il a du mal à se maintenir, il a du mal à se tranquilliser. Les grands mélancoliques, c'est qui le grand mélancolique dans l'histoire de l'humanité? C'est Moïse. Moïse, c'est un type qui ne veut surtout pas être leader. Il dit à Dieu, mon frère Aaron est bien meilleur que moi je suis un nul. Si je vais voir ce peuple, qu'est-ce qu'il va me dire? Il a des doutes, il a des peurs, il a des craintes. C'est typique du mélancolique, le gars. Et il dépasse sa mélancolie par l'audace, et finalement, ça devient peut-être le modèle du plus grand leader de l'histoire du monde. Ensuite, les grands sanguins que tu vois, c'est le roi David. Le roi David, c'est un sanguin parfait, 100%, avec toutes les difficultés que ça représente. Mais c'est un type c'est le plus grand roi des Juifs. C'est le modèle, c'est le seul que Dieu dit, ça c'est un type selon mon cœur. Et les grands flegmatiques, c'est Abraham. La paix. Quand sa femme Sarah lui dit, vire la servante, on n'a pas besoin, il vire la servante avec son fils, quoi. Il obéit. Il veut pas de guerre avec sa femme. Quand son neveu Lot vient lui dire donne-moi cette part de territoire pour mes bêtes, parce que c'est la plus belle. Son petit merdeux de Lot, qui a 40 ans de moins que lui, vient lui dire qu'il veut cette belle partie pour lui. Et Abraham, il dit d'accord, prends ce que tu veux, calme-toi. Moi, je prends le reste. Ça, c'est du flegmatisme. C'est les gens qui veulent la paix à tout prix. La paix, pour eux, c'est un truc incroyable. Donc, tu vois, dans l'histoire de l'humanité, que ce soit dans la Bible ou dans la vie du business, tu vois qu'il y a des gens qui représentent tous ces tempéraments et qu'il y a des gens qui ont su gérer ça très bien parce qu'ils ont su développer la grande vertu. Et là, on voit qu'Abraham, c'est un magnanime top, c'est le chef, c'est le fondateur de toutes les religions monothéistes. C'est le plus grand leader de l'histoire de l'humanité. Ce gars-là, c'est un flegmatique. Donc tu vois, dans tous ces tempéraments, personne ne peut dire, moi j'ai ce tempérament, donc c'est normal que je sois un nul. Non, tu as ce tempérament, ça veut dire que tu as un défi. Et il y a beaucoup de gens qui, avec ce tempérament, ont développé la vertu correspondante, la vertu qui était le défi, et qui sont devenus des personnalités extraordinaires. Donc le leadership n'a rien à voir avec le tempérament. Le leadership, c'est la vertu, surtout la magnanimité et l'humilité, c'est la vertu. Mais il faut que tu connaisses ton tempérament, j'en termine là, parce que c'est la base, c'est le point de départ pour toi. Qui suis-je, biologiquement parlant? Ok, je suis colérique, bon. Humilité. Qui suis-je, mélancolique? Ok, audace. Qui suis-je, sanguin? Parfait. Endurance. Qui suis-je? Je suis un flegmatique. Magnanimité. Si tu veux t'améliorer dans ta vie personnelle et que tu mets 10 objectifs, tu ne vas pas y arriver. Si tu as un objectif constant, qui est un mot, c'est une vertu, tu arriveras à découvrir les conséquences de cette vertu en pratique.
C'est comme ça qu'on s'améliore. Je suis mélancolique, ben, il faut de la vertu d'audace. Comment ça se manifeste dans ma vie? Dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que je fais pour être audacieux? Où est l'audace? Où est le risque dans ma vie? S'il n'y en a pas, tu dois paniquer. Tu dois paniquer. Il faut que chaque jour, il y ait une tension vers le risque. Et chez le colérique, il faut que chaque jour, il y ait une tension vers le service de l'autre. Et chez le sanguin, il faut que chaque jour se demander, est-ce que j'ai terminé ça avant de commencer quelque chose d'autre? Et chez le flegmatique, est-ce que j'ai des plans? Est-ce que j'ai un minimum de plans, de rêves, de développement personnel, de développement des autres? Si tu as ça tous les jours, un petit peu, ou tous les mois, tu reviens là-dessus, tu considères ça, t'avances. T'avances. Voilà. Oh, j'ai passé de 15 minutes, ça suffit là. Maintenant, on va passer... Alors, qui suis-je? Je sais que les Français sont difficilement catalogables, mais le président des Français, vous le voyez dans quel... Je ne l'ai pas analysé. Je ne vais pas répondre, je ne l'ai pas analysé. Un peu Non, d'audace. parce que je n'analyse pas tout le monde. Hein. Je deviendrais fou, t'imagines. Les types qui connaissent sur les tempéraments peuvent se dire analyse tout le monde. Non, tu deviens fou. Non. Tu analyses seulement les personnes que tu dois aider. Parce que si tu commences à analyser tout le monde, tu te dis tu deviens psycho, quoi. Tu vois? Donc je ne peux pas répondre parce que je ne l'ai pas analysé, parce que c'est pas parce que c'est pas un de mes clients, quoi. Pas encore. À quel âge on peut considérer que le tempérament est visible Je pense que ça se voit très très vite. Les personnes, ça dépend des parents. Les parents, ils connaissent bien cette science des tempéraments, voient très très rapidement les tempéraments de leurs enfants. Très très rapidement. Ceux qui ne connaissent pas bien la science des tempéraments, ils ont du mal. Mais les parents qui connaissent bien les tempéraments, ils savent parfaitement quel est le tempérament de chaque enfant, et c'est important parce que comme ça, la personne grandit et elle peut demander à ses parents finalement quel est mon tempérament, parce qu'au début, tu n'as pas de spiritualité, tu n'as pas de caractère, tu n'as que du tempérament pendant plusieurs années, peut-être au moins pendant 1 an. Tu vis de ton tempérament. Et les parents se souviennent parfaitement comment tu étais quand tu étais tout petit. Et donc les parents connaissent bien ça, ils regardent, ils observent, et ils arrivent à bien définir les tempéraments, et comme ça ils peuvent aider aussi leurs enfants, une fois qu'ils ont grandi, à leur dire, toi, ton tempérament, c'est vraiment celui-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, quand tu grandis, très souvent, il y a un mélange de tempérament et de caractère. Et donc tu as un mal de chien à savoir quel est vraiment ton tempérament. Parce que tu mélanges les deux. Et tu as des gens qui viennent me voir, Alex, moi je crois que j'ai un tempérament à la fois mélancolique et sanguin. Alors c'est impossible. Ou alors je suis flegmatique, je crois que je suis flegmatique colérique. Et puis il y a d'autres qui viennent et qui disent, moi je crois que j'ai les 4 tempéraments. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis. Et donc ils ne savent pas en eux-mêmes qu'est-ce qui est le fruit d'un travail personnel et qu'est-ce qui est quelque chose qui m'a été donné par la nature. Et bon, en suivant ces choses-là, tu arrives à comprendre quand même. Mais il y en a qui n'arrivent toujours pas à comprendre. Alors il faut qu'ils aillent voir leurs parents et que leurs parents leur disent, bon, quand tu étais tout petit, je me souviens de toi, tu étais plutôt le colérique. Parce que là, les tout petits, il n'y a pas de spiritualité encore, il n'y a pas encore de caractère. Le caractère, ça vient avec le temps. Et donc les parents peuvent jouer un rôle très important pour aider les enfants à se connaître. Mais il faut que les parents connaissent un minimum cette science, sinon eux-mêmes sont perdus. Oui. En fait, vous venez en partie de répondre à la question que je vais poser. Je pensais que chaque personne, donc si j'ai bien compris, chaque personne a un tempérament qui est inné. Et à vous écouter, on peut hésiter vraiment entre deux. Et pourtant, on peut se connaître soi-même. Et est-ce qu'il y a un outil? Oui, en principe, tu peux fonctionner par exclusion. Donc, il doit en principe rester 2 choses. OK? Oui, 2. J'hésite entre 2. Donc, tu dis, bon, c'est flegmatique, c'est évident que je ne suis pas. Donc, voilà. Il te reste 3. Ensuite, il faut que tu te dises, bon, quand même, je ne peux pas être sanguin et mélancolique à la fois. Ce n'est pas possible, parce que c'est des tensions qui sont complètement opposées. Alors, si tu dis, moi, je suis mélancolique, mais j'ai une communication facile, il faut que tu dises, parce que tu l'as développé, la communication. Tu l'as développée.
Tu l'as développé depuis que tu étais jeune. Tu as appris à aimer les gens, tu as appris à être avec eux, tu as appris à les écouter, tu as appris à être à leur place, tu as appris à communier. Mais ça s'est développé en toi. Ce n'est pas le fruit de ton tempérament. C'est quelque chose que tu as appris par la vertu. C'est la vertu de justice que tu as développée. Le sens de l'amitié, c'est la vertu de justice. La communion, c'est la justice. C'est-à-dire que depuis que tu es jeune, on t'a appris à communier avec les autres. Mais ça, tu l'as développé. Tu vois, c'est pas ton tempérament. Et donc, quand tu fais des tests de tempérament, par exemple, sur Internet, il faut que tu te dises, là, les réponses doivent être très claires. La réponse, c'est quelle est ma première réaction. C'est pas ma deuxième réaction. C'est ma première réaction. Ta première réaction est purement biologique. Et donc, là, il ne faut pas que tu te trompes. Beaucoup de gens font des tests et ils se trompent complètement dans les tests parce qu'ils font la confusion totale entre ce qu'ils font et quelle est leur réaction primaire. Les questions, ce n'est pas ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est le fruit de ton tempérament plus de ton caractère. Donc la question, c'est surtout quelle est ta réaction primaire. Voilà. Et il faut arriver à saisir ça. Vous voyez la différence? C'est très important. On peut y arriver, c'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile. Si depuis 2500 ans, on continue à vivre ces idées des 4 tempéraments, c'est parce qu'il y a vraiment une science derrière tout ça. Et l'avantage des tempéraments, c'est qu'on va être facilement les choses qu'il faut corriger. Alors que dans pas mal de tests comme le MBTI, comme le Keirsey Temperament Sorter qu'on fait beaucoup aux États-Unis, le problème c'est qu'à la fin tu vois pas, tu as l'impression d'être un saint. Quand tu lis les résultats, tu dis je suis un type génial. Je suis génial, c'est incroyable. C'est inouï, je suis superbe. Et j'ai rien à faire, je suis parfait. Tu vois, il y en a même une qualité, il y a même un type qui s'appelle le champion. Champion, je suis champion, oh, c'est incroyable. Moi, quand j'ai fait ce test, j'ai découvert que j'étais champion. Je dis, c'est incroyable, je suis l'être suprême. Et en plus, il y en a 4% seulement sur Terre qui sont champions. Je dis, c'est incroyable, je suis champion. Ça, c'est pas inutile ce genre de test, mais ça ne sert à rien en termes de progrès personnel. Ce qui est important, le progrès personnel, c'est de découvrir dans les 4 tempéraments, tu vois immédiatement quelle est la vertu qui est le challenge pour toi. Donc, tu ne peux pas avoir les 4 tempéraments à la fois, c'est pas possible. Demande à tes amis, demande aux gens qui te connaissent bien, fais un effort de réflexion, prends quelques mois et tu verras que tu arriveras. Voilà, ça c'est mon tempérament prédominant, ça c'est mon tempérament secondaire. Et parfois on arrive à des choses 80% colériques, 20% seulement mélancoliques, ou l'inverse, ou parfois tu arrives 45%, 55%. Hein. Tu peux y arriver plus ou moins à définir une certaine... L'important, c'est de savoir quel est ton tempérament, quels sont tes 2 tempéraments, parce que le second, il est important aussi parce qu'il équilibre un peu le premier, souvent. Tu vois, Jean-Paul II, par exemple, c'est un tempérament mélancolique. Ça va tout de suite dans ses écrits. Il écrit comme un mélancolique. C'est un nostalgique. Mais en même temps, tu vois qu'il a su compenser par l'action. C'est pas un type de cabinet, c'est pas un type qui reste assis. Donc il a développé la vertu d'audace, mais ce n'est pas quelque chose de naturel chez lui. De naturel au sens biologique du terme, c'est quelque chose qu'il a développé, l'audace. Mais cette profondeur qu'il y avait chez Jean-Paul II, ce n'est pas une profondeur acquise, c'est quelque chose d'inné. Il est né comme ça. Mais l'action, oui, c'est quelque chose qu'il a acquis. Il a acquis, il a développé sa volonté. D'autres questions? Est-ce qu'on peut dire que quand on est très fatigué, finalement, on voit mieux le tempérament? Tu as raison, une personne, par exemple, imagine une personne qui a un colérique qui a un cancer. Et il est colérique et il pense qu'il est courageux, en fait, le gars. En réalité, le moment où il a un cancer, tu vois qu'il commence vraiment à flancher, même au niveau spirituel. Et là, tu vois qu'en fait, il vivait de ce capital biologique. Ce n'était pas un courageux. C'était tout simplement de la biologie, son énergie. Tu vois, c'est très intéressant de voir dans l'épreuve, souvent dans la souffrance, quand la biologie ne fonctionne plus, qu'est-ce qui reste? Dans la biologie, si la biologie ne fonctionne plus et que le type ne fonctionne plus du tout parce que la biologie ne fonctionne plus, eh ben c'est qu'il vivait que de la biologie. Et que donc, en fait, on pensait que c'était du courage et de l'audace, son truc. En réalité, c'est de la pure énergie biologique. Tu vois, et ça se voit souvent chez les gens qui ont mal dormi, ou qui ont des cancers, ou qui souffrent, etc., qui sont malades. Tu arrives à voir, tu découvres, ah oui, bah tu vois, je me rends compte que finalement, c'était pas un gars courageux, quoi.
C'était un colérique, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas, tu vois, les colériques, ils peuvent se dire, ah ouais, moi, le courage, c'est facile pour moi à pratiquer parce que je suis colérique, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que tu vas le pratiquer. C'est pas pour ça que tu vas le pratiquer. C'est facile pour toi de pratiquer le courage parce que tu as une tension vers l'action et vers le risque, mais c'est pas pour ça que tu vas vraiment le pratiquer. Surtout l'endurance. Donc, tu vois, c'est important, c'est une belle question que tu poses là. Très souvent, on voit que c'est dans la douleur et dans l'épreuve, et surtout quand la personne est physiquement atteinte, tu vois, ah mince, je pensais que c'était un type courageux. En réalité, je me rends compte que c'était tout simplement un colérique. C'est désastreux, mais c'est comme ça. C'est la conséquence que tu en tires. Et tu vois beaucoup de gens, c'est pour ça qu'ils disent, tu as beaucoup de mamans qui disent, regarde, mon fils, c'est un vrai leader. Il a 5 ans, le gars, il pousse dans tous les sens, il pousse des cris, etc. Tout le monde dit ça, c'est un leader né. Après, tu vois, le type à 40 ans, c'est une nullité absolue, quoi. Et vraiment, il a épuisé toute son énergie biologique et il n'a rien fait. Il n'a pas transformé ça en énergie spirituelle. C'est un zéro. Alors que tu as des gens qui, sans mettre des zéros, au niveau biologique, etc., tu les vois à 40 ans, ils font des miracles. Ils ont développé l'esprit, ils ont développé la vertu, le caractère. Et tu peux absolument rien prévoir. Rien prévoir. Un enfant, il faut toujours lui dire ça, écoute, tu as ses qualités, tu as ses défauts, tout est entre tes mains. Mais ce que tu vas devenir, ça dépendra que de toi. Mais ne pense pas que c'est parce que tu as ces qualités biologiques que tu vas devenir une grande personne. Pas du tout. Au contraire, tu peux avoir même peur. Parce que tu peux penser que ça te suffit d'avoir cette énergie biologique. Et donc, ce n'est pas la peine de développer les autres valeurs. C'est comme des filles super belles et tout, toutes jeunes et tout, qui se disent, bon, moi j'ai tout, pourquoi est-ce que je vais m'amuser à être vertueux? J'ai déjà tout. C'est des nullités crasses après, ça devient insupportable. C'est ce que je veux dire. Beau et con, comme disait Brel. Beau et con à la fois. Ça arrive souvent, ça. Et alors tu te dis, cette beauté que Dieu leur a donnée, ben finalement, c'est dommage. Il n'aurait pas dû leur donner, ils ne sont pas mûrs pour assurer cette beauté. Elles sont du bel et connes à la fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mais c'est pareil, au niveau du tempérament, il se passe les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément et on peut se dire, ben, ça suffit. Voilà, j'ai besoin de rien d'autre. Alors que à ce moment-là, ça devient dramatique. En fait, c'est plus un cadeau. C'est plus un cadeau. Ça devient vraiment un cadeau empoisonné. Oui. Bon, bonsoir monsieur, je m'appelle Yves de Solage. Je pense que vous avez sans doute fait l'unanimité, en tout cas je le ressens. Vous nous avez beaucoup apporté en quelques minutes. Moi qui suis père de famille et même grand-père maintenant, je me dis, voilà, un peu dommage de ne pas vous avoir rencontré, ou en tout cas écouté, avoir dépensé cette heure-là avant de démarrer l'éducation de mes enfants. Mais en tout cas, est-ce que vous pourriez vous dévoiler un petit peu plus vous? Bon, quel est votre tempérament? Oui, mais bien sûr. Et en même temps nous dire peut-être en 2 mots, oui, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes russe? Comment est-ce que vous êtes arrivé? Comment est-ce que vous avez fait ce chemin pour pouvoir, je pense, comme ça, éclairer les autres? Ben, ce chemin, j'ai pu le faire parce que d'abord, je suis dans un milieu multiculturel. C'est-à-dire que mes grands-parents sont russes, ils ont fui la révolution bolchevique, ils sont arrivés en Russie en 1920. Donc j'ai beaucoup reçu de mes grands-parents russes. J'ai un grand-père géorgien du Caucase, j'ai une grand-mère française qui était la fille d'un général de l'armée française. Donc je suis dans un melting pot culturel, religieux et aussi biologique, puisque parmi ces 3 grands-parents, tous les tempéraments étaient représentés. Moi personnellement, j'ai reçu beaucoup en tant que... Biologiquement, j'ai un tempérament mélancolique que j'ai reçu de la branche russe de ma famille, et une partie colérique que j'ai reçue de ma mère, qui était géorgienne, française, etc., qui était très, très colérique. Donc, j'ai assez rapidement pris conscience de ces choses-là, et en étudiant les tempéraments, je me suis rendu compte que tu peux aider énormément les gens. Tu t'aides d'abord toi-même. Parce que moi, personnellement, en découvrant que je suis mélancolique, je me suis dit, ben Alex, si tu passes ta vie à écrire des bouquins et à penser et à réfléchir, ben tu vas devenir fou.
Et là, je vous dis ce que je vous ai déjà dit. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je m'applique à moi-même. Et donc, moi, j'ai commencé à voyager. Je me suis dit, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Et j'ai commencé à créer des instituts de leadership vertueux partout dans le monde, en Afrique, en Chine, aux États-Unis, en Europe, partout, au Liban, à bouger. Et ça me coûte. Là, aujourd'hui, je suis à Paris avec vous. Moi, je préfère être assis dans mon fauteuil à Moscou et réfléchir, écrire des bouquins. C'est normal, biologiquement, je suis porté vers ça. Je suis porté vers la réflexion intellectuelle, vers la beauté. J'adore contempler des tableaux, écouter de la musique. J'adore le rêve, tu vois. Mais personnellement, je me dis, si tu fais que ça, tu vas mourir. Tu ne vas pas te développer en tant que personne et tu ne vas rien apporter à l'humanité. Ta contribution va être zéro. Et j'ai tout l'exemple de tous ces grands Russes qui sont les grands auteurs classiques russes, qui ont été des hommes d'action. Et je me suis dit, écoute, Alex, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges comme eux ont bougé. Et que donc, tu vas voyager. Tu vas là où les gens ont besoin de toi, et tu voyages, et tu bouges, et tu rencontres des gens nouveaux, et tu pratiques plein de langues, et tu parles 4-5 langues, et tu donnes tes cours en toutes les langues du monde. Tu écoutes les gens, tu parles avec les gens, tu reçois, tu donnes, tu écris, tu réfléchis. Donc, cette interaction qui n'est pas propre aux mélancoliques est quelque chose que, personnellement, j'ai dû développer avec le temps. Et c'est ça qui me fait grandir. Tu vois, c'est ça qui me fait grandir. Et donc, les mélancoliques, je peux les aider parfaitement parce que je sais parfaitement quelle est la difficulté qui se rencontre. Et en Russie, il y en a énormément. Et ils sont tous d'accord avec moi, ils font tous un effort, mes étudiants, pour faire la même chose. Tu vois? Donc, il faut bouger. Donc, toi, tu me demandes qu'est-ce que je suis. Moi, je suis 100% tout ça. C'est-à-dire, je ne suis pas de ces personnes qui disent tu es 25%, 33% russe, 25% géorgien. Non, non. Moi, je suis 100% français. Et 100% russe. Et 100% géorgien, même si je ne parle pas le géorgien. Et je vous promets qu'en Géorgie, ils disent tu es 100% nôtre. Et puis 100%, voilà. Donc, je pense que tu peux être 100% tout ça. Le cœur humain, il y a de l'espace pour être 100% toutes ces cultures. Et toutes ces cultures, ça t'apprend énormément. Moi, ça m'a appris énormément de choses. J'ai vécu en Finlande pendant 18 ans, tu te rends compte, dans un peuple finno-ougriен complètement flegmatique. Alors que tu viens de Paris, tu as fait des études de droit, tu as été avocat, tu arrives là-dedans, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et après, avec le temps, tu arrives à découvrir la grandeur de ces flegmatiques et tu découvres que c'est un truc incroyable. Tu vois, ensuite, tu arrives en Russie et là, c'est la mélancolie totale. Tu viens de France où il y a un peu de tout. En France, c'est un pays chrétien complètement sécularisé. Tu arrives en Finlande, qui est un pays aussi très luthérien, mais très sécularisé. Tu arrives en Russie, qui est un pays orthodoxe, mais complètement bolchevisé. Donc, tu as tout vu, en fait. Tu as tout vu. Tu es bourré de musulmans, de bouddhistes, etc. Tu vois tous ces gens, tu essaies de réfléchir, tu comprends, tu fais plein d'amis parmi toutes ces personnes. Et tu découvres cette richesse de l'humanité. Et ça t'aide beaucoup à penser, à réfléchir, à écrire. Il faut des modèles, il faut des gens que tu connais bien, que tu as des histoires personnelles que tu as bien assimilées pour te rendre compte pour voir que tout ça, ça correspond à une réalité. Et que c'est pas un truc inventé. Et ta foi dans tout ça? Eh bien, ma foi catholique, je l'ai reçue ici en France, c'est la France qui me l'a donnée. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la France. Parce qu'elle m'a donné cette foi catholique, que je n'aurais pas eu si j'étais né ailleurs. Mais en même temps, ma foi catholique a été confrontée à la grandeur aussi de ce qu'on peut trouver chez les protestants, surtout les protestants de type pentecôtiste ou baptiste ou super actif. Et puis, en Russie, bien sûr, à tout ce mysticisme oriental. Donc tout ça, ça fait partie de cette culture, de cette religion que je connais bien et que je pratique volontairement. Et j'essaie de prendre le positif qu'il y a dans chaque instance. Donc moi, je suis plutôt de ces personnes qui essaie jamais de mettre en conflit ou en confrontation, et plutôt de prendre le positif qu'il y a chez chacun et de l'assimiler à ma foi catholique. Tu vois, donc j'ai une foi qui est clairement catholique, mais j'assimile tout ça. Mais tu vois, quand je suis en Russie, par exemple, les gens me demandent quelle est ma foi, je ne dis pas je suis catholique, je dis je suis chrétien. Pourquoi? Parce que les gens, ce dont ils ont besoin surtout, c'est d'être chrétiens avant tout. Parce que quand tu dis catholique, ce qui résonne dans leur esprit, dans leur intelligence, ce n'est pas forcément ce qui résonne dans ton esprit, ton intelligence à toi. C'est d'autres schémas, c'est une autre histoire. Et donc tu apprends à les connaître et tu sais comment il faut leur parler, de quoi tu dois leur parler. Moi je vais vous parler de Jésus-Christ parce que c'est finalement la seule chose qui compte. Tu vois, tu as beaucoup de gens, ils arrivent en Russie, ils disent moi je suis catholique. Stop. Pour un Russe, dire catholique, ça ne veut pas du tout dire la même chose que pour toi. Donc, tu vois, donc tu apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître qu'est-ce qui résonne dans leur cœur, dans leur intelligence,
Quels sont les mots que tu veux employer si tu veux vraiment les aider à comprendre l'essentiel dans l'existence? Voilà. Mais ça, c'est le fruit de toute cette... Un jour, on aura aussi, j'espère, l'occasion de discuter sur comment tu découvres ta mission dans l'existence. Ta mission dans l'existence, c'est ton histoire. Les gens pensent toujours que la mission, c'est fondamentalement ton talent, ou c'est ce que j'ai envie de faire. En réalité, ta vraie mission, c'est qui es-tu? Voilà. Comme dit le pape François, tu es ta mission. Ce n'est pas quelque chose que tu as. Tu es ta mission. Et donc, pourquoi les gens ont du mal à découvrir leur mission dans l'existence? C'est parce que la connaissance de soi est zéro. Zéro. Ta mission, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un truc que tu veux faire, ce n'est pas un caprice. Ta mission, c'est qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont les dons que Dieu t'a donnés à travers la culture, à travers le pays, à travers tes parents, à travers tes grands-parents, à travers tes arrière-grands-parents, à travers ton pays. Ça, c'est ton histoire. Et ton histoire, c'est toi. Et toi, c'est ta mission. Et les gens qui sont incapables de faire cet effort pour comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur et qui leur a donné quoi, ils n'arrivent pas à définir leur mission. Leur mission reste tout simplement ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est un caprice. Ce n'est pas une mission. Voilà, donc apprendre, surtout les jeunes, il faut beaucoup leur apprendre ça. Et ça leur fait un bien énorme d'arriver à se connaître. À mes étudiants, moi, j'exige qu'ils écrivent 3-4 pages sur comment ils se perçoivent, qu'est-ce qu'ils ont reçu dans l'existence, comment est-ce qu'ils voient leurs parents, leurs grands-parents, qu'est-ce que leur a donné, qu'est-ce qu'ils ont reçu. Et ils sont tous extrêmement reconnaissants de cet exercice qu'ils n'ont jamais fait. Et cet exercice, en fait, ce n'est pas seulement un exercice de reconnaissance face aux autres, mais c'est aussi un exercice de connaissance personnelle qui leur permet d'arriver à comprendre qui ils sont et quelle pourrait être finalement leur mission dans l'existence. Voilà. Merci beaucoup. On va prolonger donc par la galette. Moi, je crois qu'il faut quand même, dans ton livre, il y en a encore plus. Et ça vaut vraiment la peine de pouvoir avoir chacun de tes livres. Il y en a un dans lequel tu racontes ton histoire. Alors, j'ai un 4e livre dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle Un chemin russe. En fait, c'est une autobiographie spirituelle. Et je l'ai écrite pour aider mes élèves à découvrir ce que moi j'attends d'eux quand j'attends qu'ils écrivent justement cette histoire pour les aider à découvrir leur mission dans l'existence. Donc ce livre aussi, même s'il semble un livre plutôt personnel historique, en fait a un objectif de leadership bien concret. Et donc la prochaine fois, le 27, on se retrouve pour découvrir notre mission d'homme ou de femme. Merci. Donc que ceux qui connaissent la maison puissent ouvrir le bal. Nous nous retrouvons tout de suite dans la salle de restauration pour partager une galette. À tout de suite. Il était encore excellent.